Bonjour à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. À la une de l'actualité, la tournée africaine de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien est arrivé en Ouganda ce lundi. Il se rendra ensuite au Kenya, en Éthiopie et au Rwanda. Une visite placée sous le signe de la sécurité, mais aussi de la coopération économique. Il s'agit de la première visite d'un chef de gouvernement israélien en Afrique depuis 1987. La colère des Kenyans, plusieurs centaines de manifestants sont descendus dans les rues de Nairobi et de plusieurs villes du pays ce lundi. Certains réclament la démission du ministre de l'Intérieur après la mort d'un avocat ainsi que celle de son client et de son chauffeur. Les 3 hommes avaient été retrouvés morts le 23 juin dernier. Et puis le Soudan du Sud ne célébrera pas le 5e anniversaire de son indépendance. Les festivités prévues le 9 juillet ont été annulées en raison des violences qui ravagent le pays. La semaine dernière, au moins 43 personnes ont été tuées à Wao. Reportage dans ce journal. Avant de développer ces titres, on vient d'apprendre la libération de Lydiane Yeneyoum. L'avocate franco-camerounaise était emprisonnée à Douala depuis 6 ans. Elle avait écopé de 25 ans de prison pour un litige d'honoraires contre l'État camerounais, son client. Elle n'avait cessé de clamer son innocence dans cette affaire. On ne sait pas pour le moment sous quel régime elle a été libérée, s'il s'agit d'une grâce présidentielle ou encore si les charges ont été abandonnées. Selon ses avocats français, cette libération était inattendue. Lydiane Yeneyoum qui se dit, elle, heureuse et soulagée. On en vient à la tournée de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien est à la recherche de soutien en Afrique subsaharienne. Il est arrivé en Ouganda lundi où il a pris part à un mini-sommet régional sur la sécurité et le terrorisme en présence de 7 chefs d'État à Kampala. Peu avant, il avait été reçu à sa descente d'avion par le président Museveni à l'aéroport d'Entebbe, la même où s'était tenue en 1976 l'opération Commando des forces israéliennes. Les détails de Nicolas Germain. Pour Benyamin Netanyahou, cette rare visite officielle en Afrique est aussi un moment riche en émotions. Elle a débuté à l'aéroport d'Entebbe en Ouganda, à l'endroit précis où son frère est mort il y a 40 ans. Il participait à un commando qui avait libéré une centaine d'otages. L'un des objectifs de cette visite est de renforcer les liens économiques d'Israël avec le continent. Benyamin Netanyahou est accompagné de 80 hommes d'affaires. Et son gouvernement lance un plan d'aide pour l'Afrique de 13 millions de dollars. L'Afrique est un continent qui a le vent en poupe. Israël a hâte de renforcer ses liens avec tous ces pays. Beaucoup de leaders africains sont venus en visite en Israël et je suis fier d'être le premier chef de gouvernement israélien en plus de 20 ans à venir en Afrique subsaharienne. Le Premier ministre israélien a participé à un mini-sommet sur la sécurité avec des leaders du Rwanda, du Kenya, du Soudan du Sud, de l'Éthiopie et de la Zambie. Israël entraîne déjà les forces de sécurité de certains de ces pays. Et le Premier ministre a déclaré qu'il allait partager son savoir-faire dans ce qu'il a appelé la lutte contre le terrorisme. Après l'Ouganda, Benyamin Netanyahou se rendra au Kenya, en Éthiopie et au Rwanda. Il cherche aussi des alliés pour le soutenir dans les institutions internationales et surtout aux Nations Unies, où son pays est régulièrement condamné pour son occupation des territoires palestiniens. De nombreux pays africains avaient tourné le dos à Israël après les guerres qu'elle a menées contre ses voisins en 1967 et 1973. L'image d'Israël a aussi été ternie par les liens que son gouvernement entretenait avec le régime de l'apartheid en Afrique du Sud jusqu'à la chute de celui-ci en 1994. Et Benyamin Netanyahou est attendu au Kenya. Le pays est secoué par les meurtres d'un avocat, de son client et de son chauffeur. La police est pointée du doigt. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce lundi à Nairobi et dans plusieurs autres villes du pays pour réclamer l'arrêt des exécutions extrajudiciaires. La correspondance de Bastien Renouille. Ce sont 300 personnes, des activistes, des avocats et des juges pour la plupart, qui se sont rendus devant le quartier général de la police avant de rejoindre la Cour suprême. Ils portaient des t-shirts, mais aussi quelques répliques de cercueils avec la devise « Arrêtez les exécutions extrajudiciaires » écrite en lettres de sang. Alors, ce qui a déclenché ce mouvement, c'est la découverte des corps de l'avocat Willy Kimani, de son client et de leur chauffeur en fin de semaine dernière. Ils avaient été torturés avant d'être abandonnés dans une rivière, alors qu'ils avaient, selon plusieurs ONG, été détenus illégalement dans un commissariat auparavant. Les manifestants se sont donc rendus auprès de plusieurs hautes autorités du pays. Ils ont déposé une pétition réclamant la fin des violences policières. Certains ont même appelé à la démission de hauts responsables des forces de l'ordre. Alors justement, Bastien, la police kenyane est régulièrement accusée de mener des opérations violentes dans le pays.
Oui, cette fois-ci, ce sont 34 ONG de défense des droits de l'homme, aussi bien locales qu'internationales, qui ont appelé les autorités à faire la lumière sur cette affaire. Et ce n'est pas la première fois que des organisations humanitaires se mobilisent à ce sujet. Elles accusent assez régulièrement la police kenyane de mener des opérations violentes, mais aussi de harceler et de soustraire de l'argent aux populations. Le président du barreau kényan, Isaac Okero, a affirmé que les cas de disparition forcée et de meurtres non résolus sont nombreux dans le pays. Pour lui, les événements de la semaine dernière ne sont pas un acte isolé. Il va même jusqu'à dénoncer l'existence au sein des forces de l'ordre d'escadrons de la mort. Ces accusations ne vont pas améliorer l'image de la police kenyane qui, déjà le mois dernier, était sous le feu des projecteurs. Elle avait violemment réprimé des manifestations de l'opposition, allant même jusqu'à tirer sur la foule. Au total, 6 personnes avaient été tuées. On revient sur les violences qui ont éclaté au Soudan du Sud la semaine dernière. Malgré un accord de paix signé il y a près d'un an, des meurtres à motivation ethnique ont coûté la vie à des dizaines de personnes à Wao, la deuxième plus grande ville du pays, dans une région jusqu'ici largement épargnée par le conflit. Les soldats de l'armée nationale sont accusés de violences ethniques. Le reportage de notre envoyé spécial Simona Foltin et le récit de Stéphanie Aglietti. À Ouaou, dans ce cimetière improvisé près de la cathédrale, on creuse une nouvelle tombe. 13 personnes reposent ici, mais ils seraient bien plus nombreux à avoir perdu la vie lors des violences de la semaine dernière. La plus jeune des victimes n'avait que 2 ans et demi. Sa mère affirme que son fils a été tué lorsque des soldats de la SPLA, l'armée nationale, ont pillé sa maison. Les soldats m'ont dit d'ouvrir la porte de la maison. Avant que je puisse le faire, ils ont tiré sur la serrure pour l'ouvrir. La balle a touché mon enfant et la femme de notre voisin. Mon fils était couvert de sang. J'ai commencé à laver son corps. Il a pleuré pendant une demi-heure avant de rendre son dernier souffle. La population accuse les civils et les soldats de l'ethnie Dinka de cibler systématiquement les membres des tribus Fartites. Plus de 30 000 d'entre eux cherchent désormais refuge dans des églises et près de la base des Nations Unies. Ils ne font plus confiance à l'armée sud-soudanaise pour les protéger. La violence est en effet perçue comme faisant partie d'une campagne soutenue par le gouvernement pour accroître le contrôle des Dinkas sur les terres, les ressources et le pouvoir politique. La plupart des gens qui vivent ici ne sont pas des Dinkas. Et les Dinkas sont venus et les ont attaqués, pillant leurs propriétés et tuant toute personne qui résistait. C'est pourquoi les gens se demandent, si les soldats de l'armée nationale sont vraiment là pour les protéger, pourquoi ne pas bloquer les Dinkas et les renvoyer chez eux? Même si les Fartites sont la tribu majoritaire dans la région, la plupart des soldats basés ici sont Dinkas. Leur commandant réfute que ces troupes aient tué des civils et accuse en retour les forces de l'opposition fidèles à Riek Machar, l'ancien chef rebelle récemment réintégré à son poste de vice-président. Différents facteurs ont déclenché cette violence. L'un de ces facteurs est une intrusion et une attaque rebelle. Même si toute la lumière autour de cette attaque doit encore être faite, une chose est sûre, l'accord de paix signé il y a près d'un an n'a pas réussi à mettre un terme à la violence. Le procès à Paris de 2 anciens bourgmestres rwandais, Octavien Ngenzi, 58 ans, et Tito Baraira, 65 ans. Ils sont accusés de crimes contre l'humanité et génocide pour avoir notamment participé au massacre de centaines de Tutsis dans l'église de leur village de l'Est du Rwanda en avril 1994. L'avocat général a requis lundi à la cour d'assises de Paris la réclusion criminelle à perpétuité. Les plaidoiries auront lieu ce mardi et le verdict est prévu mercredi. Je vous propose d'écouter les réactions des membres de l'association collective des parties civiles pour le Rwanda. Je pense qu'il n'existe pas de peine qui soit adaptée à un crime de génocide. Mais nous ne pouvons quand même que nous réjouir, je dirais, que l'avocat général ait demandé la perpétuité. J'ai senti des victimes de Kabarondo qui ont retrouvé la vie dans cette cour d'assises numéro 3. Ils ont été réhabilités. C'est le but d'un procès. Les reconnaître, les réhabiliter, leur donner cette dignité qu'on leur a ôtée en les jetant dans des fosses communes.
Quelles seront les tendances de demain en matière de mode? La réponse se trouve peut-être du côté des défilés nigérians. Je vous propose de jeter un œil sur les podiums de la Fashion Week qui a débuté samedi à Lagos. 50 marques nigérianes ont dévoilé leur création avec des modèles venus de tout le continent. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions. Cette Fashion Week est une bonne plateforme pour les créateurs pour faire découvrir leur univers. Ça pousse à la création et surtout, voir des gens porter vos vêtements, ça vous rend fier. L'industrie de la mode est très sérieuse au Nigeria, mais vous savez, c'est un milieu très rude. Il y a beaucoup de créateurs, de marques, de stars. Et puis regardez les coiffures, le maquillage. Les coiffures sont fantastiques, j'adore. C'est l'Afrique. Allez, on se quitte sur les images de la semaine de la mode au Nigeria. Merci de votre fidélité, merci aux équipes en régie et à l'édition. Restez sur France 24, l'information continue.